Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir illégitime dans une quelconque situation lorsque vous entrez dans une salle et que vous vous dites « Ah mais je suis pas prêt. Ah mais en fait je mérite pas ma place ici. » Moi cette situation-là, en tout cas cette sensation, je l'ai ressentie à de multiples reprises. Et en fait j'ai essayé de m'intéresser au sujet et je me suis rendu compte que toutes les personnes autour de moi avaient ce même sentiment d'illégitimité au moins une fois dans leur vie. Alors j'ai demandé à des proches de mon entourage, et je leur ai demandé ce qui était l'illégitimité pour eux, et en fait, comment est-ce qu'ils pensaient qu'ils allaient réussir à combattre cette dernière. Très souvent, j'ai eu la même réponse. Je pense que ça va venir avec le temps, avec telle ou telle ligne sur mon CV, en faisant telle ou telle chose. Mais en fait, la réalité, c'est que l'illégitimité, en tout cas le sujet de légitimité, c'est quelque chose qui va nous suivre tout au long de notre vie, en dépit de notre statut social, et de notre réussite, et de plein d'autres caractéristiques, bien évidemment. Une étude menée par l'université de Harvard a démontré que plus de 70% des cadres dirigeants, des gens qu'on considère comme étant des personnages compétents, légitimes, ces derniers craignent qu'un jour, on découvre qu'ils n'ont pas les compétences qu'on croit, enfin, qu'ils n'ont pas les compétences qui réussissent à dégager au monde. Cette statistique m'a frappé, tout simplement, parce que 70% de grandes personnes. Alors à ce moment-là, je me suis dit, ok, finalement, mon manque de légitimité, il a peut-être un sens, il a peut-être une raison. Alors j'ai commencé à faire une introspection, j'ai revu toutes mes expériences, et je me suis rendu compte, en fait, il y avait 5 barrières principales qui nous écartaient de la légitimité. Tout d'abord, il y a le regard des autres. Le regard des autres, c'est un sujet qui ne date pas d'aujourd'hui. Les premiers humains, il y a des millénaires, avaient déjà ce problème parce qu'ils avaient peur du jugement du groupe. Parce que le jugement du groupe, ça pouvait potentiellement les exclure de ces derniers. Et en être exclu, c'était faire face à la mort imminente. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Malgré tout, notre cerveau, il continue de nous faire croire qu'en fait, le rejet social, c'est peut-être une menace vitale. Finalement, moi, de mon propre vécu, j'ai lu il n'y a pas très longtemps une étude de l'université de Princeton qui disait que notre cerveau était capable d'analyser un jugement en moins de 200 millisecondes. 200 millisecondes, ça ne laisse même pas le temps de comprendre ce qui se passe autour de nous. Sans en prendre conscience, notre cerveau il a déjà mis en place des barrières, des défenses. Moi, j'ai longtemps été victime de ce problème, du regard des gens, du jugement des autres, parce qu'étant plus jeune, en tout cas lorsque j'étais enfant, j'avais l'impression que les gens de mon âge, ou même plus âgés, ils avaient constamment un jugement sur moi. Et en fait, naturellement, j'étais incapable de prendre la parole en public, j'étais incapable de faire quoi que ce soit en public. Un jour, je marchais avec mes parents et mon frère dans la rue, et sur le trottoir d'en face, une camarade de classe de CE1, qui s'appelait Rebecca, me dit au loin « Bonjour Kishan », d'un air très jovial. Alors devinez ce que je lui ai répondu. « Salut Rebecca, on se capte après le goûter à 18h, je passe te récupérer. » Non, en vrai, c'est pas du tout ce que je lui ai répondu. Moi, ce que je lui ai répondu, c'était rien du tout. En fait, j'ai demandé à mes parents si je pouvais lui dire bonjour. J'étais vraiment ce garçon super timide. Et en fait, mes parents, ils ont eu le bon réflexe de se dire qu'en fait, c'était pas normal et qu'il fallait en fait un peu me lâcher dans la nature et me pousser à faire face à ma phobie. Alors ça, c'est passé par la prise de parole en public, dans différents événements culturels, associatifs. Et mon frère, il a eu une idée encore plus ingénieuse, encore meilleure, je dirais. Celle-ci qui était de me forcer à exceller dans le sport. Tout simplement parce qu'en atteignant un certain niveau, on doit faire face tous les jours à des critiques, à de la pression médiatique. Je dirais que ce pari, il avait été hautement accompli, hautement réussi, tout simplement parce que j'avais retenu une leçon qui m'accompagnera aujourd'hui pour toujours. Tout simplement, le regard des autres, en tout cas la validation des autres, n'est pas aussi gratifiante que la validation qu'on s'accorde à soi-même. En plus de cette barrière-là, il y a toujours, vous savez, une ombre
à côté de nous, lorsqu'on essaie d'accomplir quelque chose qui vient nous murmurer dans l'oreille, est-ce que tu es sûr que tu en es capable? Est-ce que tu penses que tu as les épaules? C'est le doute de soi. Le doute de soi, d'après Albert Bandura, il y a une façon de le contrer. Albert Bandura, un psychologue américain, a expliqué que le self-efficacy, donc sa capacité, sa croyance en sa capacité à réussir, était le facteur de réussite numéro 1 dans la vie. C'est impressionnant, parce que ce n'est pas l'intelligence, pas le talent, pas la chance, mais la croyance qui est le facteur numéro 1 de réussite dans la vie. En effet, malgré tout cela, c'est vrai que le doute, il sème en fait une émotion, une sensation qui fait qu'on n'est pas forcément amené à passer à l'action. Mais j'ai envie de vous dire, qui ne doute pas? Tout le monde doute. Cristiano Ronaldo, quand il doit tirer un penalty décisif en finale, il doute. Steve Jobs lui-même l'a avoué qu'il doutait à ses débuts si ses inventions allaient réellement changer quelque chose. Mais finalement, ces messieurs, qui sont les meilleurs dans ce qu'ils font, je sais qu'il y aura le débat Messi-Ronaldo, mais en tout cas pour moi, Ronaldo c'est le meilleur, en tout cas c'est ce que j'estime. Ces messieurs, ils ont excellé dans ce qu'ils faisaient, parce que malgré le doute, ils sont passés à l'action parce qu'ils ont transformé ce dernier en énergie. En fait, ils ont réussi à se concentrer sur ce qu'ils faisaient, parce que le doute, c'était un signal à leur cerveau, leur permettant de réaliser qu'en fait, ce qu'ils faisaient, ça comptait pour eux. Et peu à peu, l'action nous permet de gagner en confiance, et cette confiance vient grignoter cette ombre qui est le doute. Mais ce doute de soi, il a également un frère, je dirais un frère jumeau. Ils ne se ressemblent pas trop, mais ils sont quand même frères. C'est la peur de l'échec. À l'école, on nous dit souvent, il faut éviter les erreurs. On félicite l'excellence, mais pas l'action, pas l'effort. Et naturellement, on tend à croire que l'échec, c'est une faiblesse. Tomber, c'est une faiblesse. Mais la réalité est tout autre. Prenons l'exemple de Sara Blakely. Sara Blakely, c'est une entrepreneuse américaine qui a fondé sa marque qui s'appelle Spanx. En anglais, ça se dirait Spanx. Cette dernière disait que son père lui posait la même question tous les week-ends. Quelle est-elle? Sarah, combien de fois as-tu raté au courant de la semaine? Et lorsque cette dernière lui disait, papa, cette semaine, il ne s'est rien passé, je ne suis pas tombé, son père, il était tout le temps déçu. Déçu de quoi? Déçu du fait que sa fille, elle n'avait pas suffisamment osé. Elle n'était pas suffisamment sortie de sa zone de confort. Ce qui faisait qu'au final, en fait, elle n'avait rien découvert. Mais Sarah, cette leçon, elle l'a bien retenue. Parce que lorsqu'elle est partie lever des fonds, qu'elle est allée voir les investisseurs, malgré la centaine de refus qu'elle ait pu avoir, elle est restée la tête haute. Et aujourd'hui, Sara Blakely, c'est la plus jeune femme milliardaire autodidacte du monde. Comme quoi, l'échec, ce n'est pas une faiblesse. La faiblesse, c'est de rester par terre lorsqu'on tombe. Moi, j'ai très longtemps souffert de l'échec. En fait, j'avais un très très mauvais rapport à l'échec jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Pour moi, échouer ou perdre, c'était être un loser. Mais vraiment, j'étais dur avec moi. Jusqu'au moment où un jour, je me lève d'un rêve. Et en fait, dans ce dernier, je me lève et la première chose que j'ai fait, ça a été de me remémorer tous les détails de ce dernier. Parce qu'en fait, j'avais une vision très claire. Et cette vision-là, en fait, elle m'avait procuré un bonheur intense. Et c'est la seule fois où j'ai pu faire cet exercice, d'essayer de me rappeler de tous les détails d'un rêve. Et ce dernier, il n'avait aucun détail matériel, justement. Il me permettait d'avoir toutes les choses qui comptent, mes proches, dans un endroit qui compte pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que cette vision, c'était mon harmonie intérieure, c'était ma destination. Et aujourd'hui, à chaque fois que je fais face à une défaite, je pense à cette destination, parce que ça me fait prendre confiance. Pourquoi est-ce que la défaite ou l'échec, c'est peut-être une étape du processus pour parvenir à mes fins? C'est vrai qu'avant de me lancer dans quelque chose, je pense différemment. Avant de me lancer sur un projet,
je me rappelle d'où je viens. Mais lorsque j'échoue, je me rappelle là où j'aimerais en arriver. Mais j'ai eu la chance à de nombreuses reprises de discuter avec de grands entrepreneurs, de grandes personnalités publiques, et je me suis rendu compte que même ces derniers, ils avaient un petit problème. Enfin, pour la plupart. Ce problème, c'était qu'en fait, ils pensaient que leur réussite était liée à la chance. En fait, ils avaient le syndrome de l'imposteur. Ce que 99% des gens ne savent pas, c'est que le syndrome de l'imposteur, il est décomposé en 4 parties. Parmi ces dernières, il y a tout d'abord le syndrome de l'expert. Lui, c'est celui qui pense qu'en fait, avant de se lancer dans quelque chose, il faut vraiment connaître absolument tout. C'est-à-dire qu'en fait, il faut lire, il faut apprendre, il faut étudier le sujet. Et finalement, en fait, ça ne mène à nulle part parce qu'il ne prend pas d'action. Il y a également le syndrome du solitaire. Lui, le solitaire, c'est celui qui pense qu'en fait, demander de l'aide, en fait, c'est un signe de faiblesse. En fait, c'est en quelque sorte un ego mal placé. C'est celui qui veut essayer de réussir sans besoin de s'entourer des gens nécessaires à la réussite de son projet. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que toute grande réussite ne se fait pas en solo, mais se fait à plusieurs. Ensuite, il y a le syndrome du perfectionniste. Lui, c'est celui qui veut qu'en fait tous les paramètres autour de lui soient optimaux pour qu'il puisse se lancer dans un projet. En fait, c'est celui qui attend que le temps soit parfait, qu'il soit dans la meilleure position et que la meilleure opportunité s'offre à lui. En fait, il pense que la perfection précède l'action, mais la réalité, c'est que la somme de toutes les actions nous permet de nous rapprocher de la perfection. Et ensuite, il y a le syndrome du génie. Le génie, c'est celui qui a, depuis sa naissance, depuis le plus jeune âge, dans ses études, eu des facilités. En fait, il ne travaillait pas, il avait tout le temps des bonnes notes, il excellait. On a peut-être tous connu une personne comme ça. Et en début de carrière, il était trop bon. Mais en fait, dès qu'il fait face à une première difficulté majeure dans sa vie, il pense qu'en fait, cette chose-là, elle n'est pas faite pour lui. En fait, une difficulté, ça veut tout simplement dire pour lui qu'en fait, il n'est pas fait pour ce cadre de métier, pour ce genre de choses. Et lorsqu'on voit toutes ces composantes du syndrome de l'imposteur, on se rend compte qu'elles nous font réaliser une chose, c'est que lorsqu'on est dans une de ces 4 cases, on ne se sent pas assez. Pas assez expert, pas assez complet, pas assez parfait, pas assez ci, pas assez ça. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas assez ? Et ça, justement, c'est la 5e barrière. La 5e barrière, c'est la comparaison. Dans un monde où tout se compte, les salaires, les notes, les tweets, ça c'est à l'ancienne, mais les likes, on ne pense plus à être heureux, mais on pense à être plus heureux que les autres. Mais qu'en dit la science ? Une expérience nommée Is More Always Better de Solnick et Hemingway a proposé 2 options à un échantillon fini de personnes et leur demandé si vous devez choisir entre gagner 50 000 euros pendant que les autres gagnent 25 000 euros et gagner 100 000 euros pendant que les autres gagnent 200 000 euros, que choisisseriez-vous ? J'ai été un peu surpris parce que la grande majorité des personnes ont décidé de prendre la première option. Gagner moins, mais toujours plus que les autres. Au final, ce n'était pas une question de montant, c'était une question de positionnement social. Ils voulaient toucher, gagner plus que les autres. Comme quoi, la comparaison, elle nous mène vraiment à avoir des pensées toxiques, je dirais plus, pas intelligentes. Mais en réalité, ce qu'il faudrait faire, ce serait se concentrer sur soi-même, se concentrer sur soi-même pour essayer de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Les 5 barrières qu'on vient d'énoncer aujourd'hui, que je viens de vous énoncer, elles ont tout un point en commun. C'est que ces dernières, on peut les surmonter si on a suffisamment de volonté, suffisamment de croyance en notre capacité à réussir. Au final, la morale de l'histoire, ce serait qu'au lieu de penser que le monde va nous accorder cette légitimité,
il faudrait plutôt s'accorder soi-même cette légitimité en essayant de devenir soi-même et tout en évitant la comparaison. Un grand merci.